Contrainte de fuir Paris insurgé après avoir vainement tenté de sauver le page Michel de Montsalvi, Catherine et sa mère, accompagnées de Barnabé et de Sarah, ont réussi à rejoindre, à Dijon, l'oncle Mathieu. À Bruges, elle rencontre le duc de Bourgogne qui s'éprend d'elle. Mais sur le chemin du retour, Catherine recueille et soigne, avec l'aide d'un médecin mort, un chevalier blessé, Arnaud de Montsalvi, le propre frère de Michel. L'amour éclate entre eux. Mais apprenant que sa belle inconnue porte le nom du bourreau de son frère, Arnaud la chasse avec fureur. Revenue à Dijon, Catherine ne peut oublier Arnaud. Cependant, un visiteur se présente, Garin de Brazay, grand argentier de Bourgogne. Sur l'ordre du duc, il vient demander Catherine en mariage. Épouvantée, celle-ci supplie Barnabé de la délivrer. Le coquillard guette Garin une nuit, mais manque son coup et disparaît. Cependant, Arnaud de Montsalvi a conduit Abou al-Kahir, qui l'a guéri, chez le roi. Il y retrouve la jeune Isabelle de Séverac, visiblement éprise de lui. Tandis qu'à Dijon, Catherine s'apprête à épouser Garin, sans comprendre pourquoi le duc, si amoureux d'elle, l'oblige à épouser cet homme. Le mariage a lieu lugubre. Suivi de la nuit de noces, étrange et déroutante. Garin part le lendemain en voyage, laissant Catherine à Marsanais, chez son oncle, où, le jour de la Saint-Vincent, apparaît subitement Abou al-Kahir, infiniment surpris de retrouver Catherine mariée. Il lui conseille d'oublier Arnaud, qui, d'ailleurs, affiche pour elle une haine peut-être excessive. Ah, je vous avais bien dit qu'elle n'était pas loin. En effet. Vous voilà de retour? Mais oui. Monseigneur et moi sommes rentrés cette nuit. Cela vous fait plaisir, j'espère. Bien sûr. Vous m'envoyez très heureux. Quant à vous, la campagne vous réussit, vous avez une mine superbe. J'espère que vous la garderez longtemps, car je viens vous chercher. Vive Dieu, n'est-ce pas le médecin sarrasin que j'avais aperçu à l'auberge en rentrant de Bruges? Venez, mon ami, que je vous présente à Messire Garin de Brazay, grand argentier de Bourgogne, et mon époux. Messire, vous aviez deviné juste. Le seigneur Aboulkhir est le médecin personnel de Sa Hautesse, le calife de Grenade. Il est aussi l'ami de cette maison. Accepterait-il d'être aussi le mien? En notre siècle où les hommes ne songent qu'à s'entretuer, un homme de science est un envoyé de Dieu. J'ai grand respect pour ceux de votre race, car j'en ai déjà rencontré au cours de mes voyages. Tu as beaucoup voyagé, Seigneur? Oui. J'ai fait un très long voyage, il y a bien des années. Je suis allé en Orient et j'ai eu le privilège de recevoir les soins d'un médecin turc. Mais je ne suis pas turc. J'ai pris mon savoir à l'université de Cordoue, qui est la meilleure école du monde. Ce n'est pas du tout la même chose. Veuillez m'excuser. Pour me faire pardonner tout à fait, me permettriez-vous de vous accueillir en mon hôtel à Dijon? La demeure est vaste, vous y trouveriez vos aises et pourriez y travailler, tout à loisir. Si vous êtes tout à fait certain que je ne dérangerai pas, j'accepte. De quoi souffriez-vous quand vous avez été soigné par ce Turc? Oh, peu de choses. Là, de ces coups malheureux comme on récolte souvent les chevaliers. Ah. S'il vous plaît, allez vous préparer, ma chère, je ne veux pas m'attarder. Je voudrais emmener Sarah. Nous sommes très attachés l'une à l'autre. Et il me serait pénible d'en être séparés. Mais je n'ai jamais souhaité vous séparer de qui que ce soit. Emmenez-la donc. Merci. Qu'êtes-vous en train de préparer là, cher Abou? Ouf! Un simple vin purgatif destiné à votre majordome. On mange trop chez vous. Surtout trop de nourriture malsaine, nauséabonde même. Ah, ces maudits cochons dont vous vous repaissez, rien d'étonnant si
vous avez souvent besoin de vous purifier. Bismillah. Goûtez. Et que mettez-vous dans ce vin? Est-ce un secret? Oh non. Du séné, de la rhubarbe, des clous de girofle, du safran, macéré dans du vin d'Espagne, filtré ensuite. Oh, pardonnez-moi. Je venais voir si notre ami se trouve bien installé. À merveille. Presque aussi bien que dans ma maison de Grenade. Je dis presque à cause du soleil qui fait souvent défaut. Assis-toi. Rose parmi les roses, il n'est pas de trop ici. N'en faites rien, s'il vous plaît. J'allais vous faire chercher. Je veux vous montrer quelque chose. Ici? Non, dans l'autre aile de la maison, celle que vous n'avez pas encore visitée. Ah. Dites-moi, mon ami, vous qui semblez connaître tous les secrets de la nature, n'avez-vous jamais essayé de fabriquer des pierres précieuses? Ou de l'or? De l'or? Hélas, j'essaye, mais je n'ai pas encore trouvé la fameuse pierre philosophale. Quant aux pierres précieuses, Eh bien, tout ce que j'ai réussi à faire était de transformer des pierres précieuses en simple verre. D'une extraordinaire pureté, d'ailleurs. J'ai failli me ruiner. C'est alors que j'ai décidé de me consacrer à la médecine. Voilà. vous avez raison. Mieux vaut soigner ses semblables. Nous vous quittons, si vous le permettez. Nous nous reverrons au souper. M'emmenez-vous donc? Vous avez déjà ouvert et fermé 4 portes. Nous sommes arrivés. Mais qu'est-ce que tout cela? Où sommes-nous? Au centre de notre fortune, Catherine. Elle ne provient pas tant s'en faut de la grande argenterie de Bourgogne, ni des libéralités de Monseigneur. Non. Non, non, je suis plus simplement un honnête commerçant. Un commerçant? Mais oui. Un peu comme votre oncle Mathieu, sauf que je ne tiens pas de boutique. Par l'entremise de capitaine de navire, je commerce avec les terres lointaines d'Asie et d'Afrique. Mais je vous demande de garder le secret. Sinon, vous savez ça, je serais perdu de réputation auprès de vaniteux courtisans. Je vous garderai le secret, soyez-en certain. Le duc non plus ne sait rien? Si. Il est le seul. Rien ne serait possible autrement. Il a tous mes secrets. Il en profite d'ailleurs largement. Ainsi, vous contribuez au luxe et à l'éclat de la cour? En vous épousant, je viens de lui donner sa plus belle parure. Mais je veux vous montrer quelque chose. Approchez. J'espère que vous me ferez la grâce de prendre ici tout ce qui pourrait vous faire envie. Regardez. Regardez ces perles de coromandel. Seul leur éclat peut rivaliser avec celui de votre peau. Voici des turquoises, de Kirman, des saphirs de Cachemire, des émeraudes de la mer Rouge et des diamants de l'Inde, des rubis de Ceylan. Qu'est-ce donc? Rien ne peut surpasser ce que vous m'avez déjà montré. Si. Le plus précieux trésor de ma collection. Regardez. Dieu du ciel! Seule une
porter ce diamant. Vous le porterez. Moi? Oui. Vous. Votre beauté vous fait reine. Sur aucune autre, ce bijou n'aurait cet éclat. Il est à vous désormais. Merci, Garin. Me voilà payé au centuple. Puisque vous vous souvenez enfin de mon nom. Et là, sire médecin, doucement, doucement. Ce sont mes reins, hein? Pas de la pâte à pain. Mais ne remue pas comme ça. On dirait que je t'écorche vive. C'est justement ce que j'étais en train de me demander. Mais non. Oh, la brute! Oui! Oh, mon dos! Mais qu'est-ce que vous faites? Ben, cette fille du vent a affection du courant d'air. Elle a malheur, hein, je la soigne. Il me bat comme plâtre et il appelle ça me soigner. non. Regardez. Regardez ce que mon époux vient de me donner. N'est-ce pas merveilleux? Le diamant d'Amaravati. Qu'Allah nous protège. Qu'est-ce que ça signifie? Vous connaissez ce joyau? Le diamant d'Amaravati est une pierre célèbre dans tout l'Orient. On le croyait perdu. Sait-on d'où elle vient? Des Indes, au fond d'un temple caché dans la jungle. Et il ornait le front d'une idole. Un prêtre de la déesse l'a volé pour l'amour d'une danseuse. Cela lui a pas porté bonheur. Pas plus que l'esclave qui l'a tué pour lui voler la pierre. C'est du moins ce que dit la légende. Et ensuite? Ah, ça serait trop long à vous expliquer. Tout ce que je puis te dire, c'est qu'elle a appartenu au calife Al-Muravid Tashfin II, qui s'est tué en rang assiégé, puis à son fils Isaac, qui a été tué à Marrakech. Depuis, il a disparu, nul n'a su ce qu'il est devenu, jusqu'à ce qu'il reparaisse aujourd'hui, dans ta main. Par les Saintes Maries, que de sang! Je vois des larmes. J'entends les cris d'une femme parce qu'un prince s'est pendu. Un vieillard que l'on égorge. Je vois un bûcher qu'on allume. Ah, encore du sang, encore des cris. Eh bien, mais vous en faites une tête. Que s'est-il passé? Oh, rien. Tu as rêvé, tout éveillé, voilà, c'est tout. Oui, c'est vrai. Je travaille trop. Et je vais continuer. Merci de vos soins, grand homme. Mais la prochaine fois, tapez-moi fort. Ce sont des histoires de bonnes femmes, tout ça. Comment une aussi belle chose pourrait-elle faire du mal? D'ailleurs, ce n'est qu'une pierre. Les plaintes du malheur ne sont à tes oreilles que des chants de lutte et de flûte, dit le poète. Ce diamant passe pour être maléfique, jeune femme. Pourtant, rien de ce que je pourrais dire ne t'empêchera de t'en emparer. N'est-ce pas? Ainsi sont toutes les femmes. Je ne crois pas aux vieilles légendes. Et puis, j'offenserai mon époux en faisant fi d'un si beau présent. Il faudra tout de même que je demande au seigneur Garin s'il croit aux vieilles légendes, lui. Quelle chevelure tu as, mon cœur. De plus en plus épaisse, de plus en plus soyeuse. Et comme toi, de plus en plus belle.
Un empereur serait tout juste digne de toi, hein. Et encore, à condition d'être jeune et beau. Digne d'un empereur, vraiment. Alors que mon mari me traite tout juste comme un nouvel ornement dans sa maison. Rien n'a donc changé entre lui et toi? Rien, Sarah. Chaque soir, Garin me conduit en cérémonie jusqu'à ma chambre, me baise la main devant la porte, me souhaite la bonne nuit et m'abandonne. Mais il vient te rejoindre plus tard. Les grands seigneurs ne vont jamais au lit en même temps que leurs femmes. Ils laissent ça aux bourgeois. J'ignore quelles sont les coutumes des bourgeois ou celles des grands seigneurs. Mais je peux te dire que Garin ne vient jamais me rejoindre. Mais enfin, pourquoi ne lui demandes-tu pas d'explication? Mais parce que ça ne servira à rien. Garin ne fait sans doute que respecter un marché qu'il a conclu avec le duc. Oh, quel homme digne de ce nom acceptera un tel marché sans y laisser son honneur? Et comment un prince s'abaissera-t-il à l'exiger? Que pouvons-nous savoir, toi et moi, des rapports entre un prince et son vassal? Puis d'ailleurs, tout ça m'est égal. Je n'ai aucune envie de partager la couche de messire Garin. Alors c'est que tu n'es pas une femme. Marché ou pas, tu es trop belle pour qu'un homme se permette de te dédaigner. À plus forte raison s'il a tous les droits sur toi. Mais que veux-tu donc que je fasse? Oh, ce que tu veux. Mais je sais, moi, ce que je ferais si j'étais à ta place. J'obligerais mon époux à le devenir pour de bon. Et pourquoi? Ne serait-ce que pour donner une bonne leçon au duc. Garin t'a épousé. Il t'a fait riche, noble, envié. Et il n'obtiendrait rien en échange? Simplement le droit de te conduire un soir dans le lit du duc avec un brevet de virginité? C'est une honte pour toi d'accepter ça. Mais je ne peux pas me jeter sur lui. Quelle sotte tu fais, mon Dieu. Laisse-moi faire. Mais quoi? Tu verras bien. Et ton mari aussi. La lèpre est plus qu'une maladie, mon ami. C'est une malédiction. C'est pourquoi on ne parviendra jamais à la guérir. Il existe pourtant un moyen, sinon de la guérir tout à fait, du moins d'enrayer la progression du mal. Ah? Oui, le grand Ibn Sina, que vous nommez Avicenne, mentionne dans ses écrits une huile tirée des pépins d'un fruit nommé Kuba, ou en Cuba. On récolte ces fruits sur des arbustes qui poussent à l'état naturel au cœur de l'Afrique. Je n'en ai jamais entendu parler. Les médecins de ma race savent beaucoup de choses dont ceux de la tienne n'ont jamais entendu parler. Et pourtant, j'ai peur qu'il leur faille beaucoup de siècles pour s'entendre. Ma journée était rude à bout. Je ne serai pas de taille contre toi ce soir. Il vaut mieux que j'aille dormir. Je te souhaite une bonne nuit. Bonne nuit à toi. Moi, j'ai encore à faire. Que faites-vous ici? Puisque vous ne venez jamais à moi, je suis venue à vous. Allez-vous-en! Partez tout de suite! Non, je ne partirai pas. Je resterai ici auprès de vous. Parce que c'est ma place. Parce que je suis votre femme. Je vous en supplie, Catherine, rentrez chez vous. Regardez-moi, Garin. Osez au moins me regarder. Avez-vous si peur de moi? Oui. Oui, j'ai peur de vous. Mais n'avez-vous donc pas compris que je n'ai pas le droit de vous faire mienne? Alors pourquoi m'imposer une tentation à laquelle je ne pourrais pas succomber? Je vous en prie, Catherine. Allez-vous-en. Par pitié. Oubliez le duc, Garin. Il n'a aucun droit et vous les avez tous. C'est offenser Dieu que de servir du mariage pour assouvir un désir coupable. Je suis votre femme, Garin. Je veux l'être entièrement.
Pardonnez-moi. Vous m'avez fait perdre la tête. Mais c'est fini. Allez-vous-en à présent. Mais pourquoi? Garin, je sais que vous m'aimez. Je viens d'avoir la preuve que vous me désirez, alors pourquoi? Je ne vous ai pas choisi. Et vous ne m'avez pas choisi. Le bonheur n'est pas à notre portée. Du moins, il ne l'est plus pour moi. Jusqu'à la nuit de nos noces, j'ai cru que je le supporterais. Mais quoi? Mais qu'avez-vous, Garin? Dites-moi la Ne vous vérité. souciez pas de moi! N'essayez plus de me tenter. Ça pourrait être dangereux, Catherine. Le pire pourrait vous en advenir. Ainsi qu'à moi. Et il a préféré la fuite? C'est incroyable. Il est beaucoup plus fort que nous le pensions. Et terriblement maître de lui. Pourtant, j'étais bien près de la victoire, Sarah. Tu as en effet été bien près de la victoire. Mais comment un homme, emporté à ce point par la passion, peut-il avoir assez d'empire sur lui-même pour en rester là? Je ne sais pas. Et je ne le saurai jamais, car je ne recommencerai pas l'expérience de ce soir. Il me l'a d'ailleurs formellement interdit. Il dit qu'un grand malheur pourrait en advenir, pour moi et pour lui. Allez. Que vais-je devenir, Sarah? Que faut-il faire? Laissons agir le temps. Il nous renseignera peut-être. Bonjour, ma chère. Vous avez bien dormi, j'espère? Vous arrivez d'Arras? En droite ligne. Monseigneur tenait à ce que ce message vous parvienne le plus vite possible afin que vous puissiez prendre les dispositions nécessaires et lui rendre réponse. Voilà qui va vous changer les idées, Catherine. Le duc nous appelle à Amiens, où l'on va célébrer sous peu des fiançailles. Il a naturellement besoin de son grand argentier, et vous-même devrez reprendre votre place auprès de la duchesse douairière pour la circonstance. Les fiançailles? Et pour qui? La princesse Marguerite épouse le frère du duc de Bretagne, Arthur, comte de Richmond. Quant à la princesse Anne, sa main vient d'être accordée au duc de Bedford. Le régent anglais installé à Paris au nom de ce roi d'outre-Manche, qui se dit roi de France, quelle indignité! Gardez vos opinions pour vous. Elles pourraient choquer notre hôte. Au fait, messire, je n'ai pas l'honneur de vous connaître. Il y a longtemps que vous faites partie de la grande écurie? Ah, pas très longtemps. Jusqu'alors, je galopais surtout par plaisir. J'ai le cheval dans le sang. Mais j'aurais dû me présenter plus tôt. Je me nomme Huguenin de Longchamp. Ah. On m'a beaucoup parlé de votre père, qui était un ami du mien. En vérité. J'ignorais qu'il eût un fils de votre âge. Ah, mais c'est que j'ai passé toute mon enfance dans les États pontificaux. La cour de Bourgogne vous semblera moins colorée, peut-être. C'est vrai. Mais à mon âge, on finit par se dire que la couleur n'est pas tout dans la vie. Évidemment. C'est une façon de voir les choses. C'est la mienne, et je m'y tiens. À présent, messire, et vous, belle dame, je me jette à vos pieds. Curieux homme. Son père était déjà un peu bizarre, paraît-il.
tête vers le haut. C'est parfait. Ah, que c'est donc joli. Est-il rien de plus gracieux qu'une jouvencelle en train de danser? Parce que tu appelles ça danser. Moi pas. Ces danses de cours sont lugubres. On se promène, on se salue. Parle-moi des caroles que dansent nos paysannes. Oui, ça vit, ça saute, ça gambade. Sans compter qu'avec les cotillons qui voltigent, l'œil d'un honnête homme peut y trouver son compte. Mon pauvre Lahire, quel insoutenable barbare tu fais. Enfin, mon Salvi, regarde, et juge. Mademoiselle de Sévrac n'est-elle pas divine? Cessez donc un peu de regarder les filles! Les danses, des chansons, des ménestrels. Les capitaines n'ont-ils vraiment rien d'autre à faire dans un pays en guerre? Si ça continue, on nous fera filer la quenouille! En principe, le rôle d'un capitaine est d'obéir à son prince et le nôtre n'aime pas la guerre. Voilà tout. Est-ce une raison pour se laisser dépouiller sans seulement lever le petit doigt? Que crois-tu que fait Philippe de Bourgogne? Il fait comme notre roi, il ordonne des fêtes pour les fiançailles de ses sœurs, c'est tout. Mesdemoiselles, s'il vous plaît, je vous en prie. Ménestrel, musique. La seule différence, c'est que ces fêtes à lui doivent être plus somptueuses que les nôtres. Ses caisses sont toujours pleines, et il paraît que les nôtres sont vides. Parlons de ses fiançailles. Avec qui le Bourguignon marie-t-il ses sœurs? L'une avec la Bretagne qui ne sait trop de quel côté tourner. Et l'autre, c'est Bedford qu'elle va épouser. L'oncle du roi anglais. Ce damné Philippe que Satan emporte s'apprête à resserrer la poigne qui étrangle lentement la France. Et nous, que faisons-nous? Nous chantons, nous dansons. Nous crassons des dents. Calme-toi, mon Salvi. Je pense exactement comme toi. Moi aussi, j'enrage. Mais que pouvons-nous faire? Le peu d'argent que rapportent les impôts passe dans les poches des favoris. Et ils préfèrent le velours brodé au côte de maille. Eh oui, Pierre de Giac règne. Le roi est devenu son jouet. Si la reine Yolande revenait enfin de sa Provence, c'est elle le seul homme de la famille. Quant à ce Jacques... Mon Salvi, tais-toi. Regardez-le, il crève d'orgueil. Ouais. Rien n'est plus vrai. Ne vous dérangez pas pour nous. Continuez. Continuez. Nous allons visiter la fauconnerie pour la chasse de demain. Sire, pouvez-vous nous accorder quelques instants d'audience? Plus tard, mon Salvi, plus tard. Mais sire, c'est important. Eh bien, nous verrons cela demain. Ce qui est important pour aujourd'hui, c'est le bal de ce soir et la chasse de demain. Allons, Jacques. Par Dieu, je n'ai jamais ouï dire qu'un roi eût perdu si gaiement son royaume. Un roi, ça? Il y a des moments où je me demande si sa ribote de merde n'a pas raison. Il doit être bâtard. C'est une chose à dire à Dunois. Servez-le si ça vous amuse. Moi, j'en ai assez. Mon Salvi. Que se passe-t-il encore, messieurs Zatrailles? Oh, mais rien de très extraordinaire, mademoiselle. Mon Salvi pique une de ses colères. Vous savez bien que c'est son état naturel. Décidément, je n'aime pas ce diamant. Tu es sûr que tu ne veux pas mettre autre chose? Tout à fait sûr. D'ailleurs, aucune pierre ne serait aussi bien assortie à cette robe. Vous êtes trop belle. C'est un défi à la raison. La vôtre est solide, Garin. Et celle des autres m'importe peu. On m'a dit que Monsieur Garin de Bras était ici. Oh, pardon, pardon. Ah, c'est vous. Eh bien, vous pouvez dire que vous tombez bien. Vous avez toujours le mot pour rire, chère comtesse. Mais quand donc consentirez-vous à pénétrer dans une pièce autrement que comme un bélier dans une ville assiégée? Quand je serai vieille. Et encore, on dit que les vieux béliers sont les plus solides. D'où Jésus. C'est votre femme. Oui, ma chère.
C'est ma femme. Venez, Catherine. Que je vous présente à Madame la Comtesse de Châteauvillain, grande maîtresse de la maison de la Duchesse Douairière, et sa meilleure amie. Eh bien, ma chère enfant, on m'avait dit que vous étiez belle, mais à ce point, c'est de la provocation. Nos pauvres princesses vont avoir l'air de lavandière à côté de vous. Mais que c'est prudent, vous, d'exhiber un pareil trésor devant une harde de serrans rutes. Les yeux de tous ces vieux dris vont leur sortir de la tête. Oh! En plus, elle a un charmant sourire. Venez, mouah, que je vous embrasse. Beau péril. Je resterai près de vous, madame, on ne me verra pas. C'est aimable, mais c'est faux. Je vais avoir l'air encore plus laide. À propos de trésor, Garin, vous qui possédez plus de joyaux que la reine de Saba, prêtez-moi donc. J'ai oublié ma cassette à Châteauvillain. En dehors de la merveille noire qui part votre femme, il doit bien en rester quelques-uns dans vos fontes. Je vous en prie, madame, choisissez ce que vous voulez. Quelle merveille! Vous êtes un ange. Oui, celui-là me plaît. Ah. Ça ne vous paraît pas un peu discret? Discret ou pas, il faudra vous en contenter. Ah, Monseigneur arrive au palais. Daigne votre grâce me permet de lui présenter mon épouse, Catherine de Brazais, son obéissante et fidèle servante. Vénus seule, madame, a droit de posséder autant de charme et de beauté. Notre cour déjà si riche en belles dames devient incomparable au monde. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Veuillez me pardonner, madame. Bravo. C'est ce qui s'appelle une entrée réussie. Je trouve un peu pâle. L'émotion, sans doute. Mes seigneurs, quelle joie de vous accueillir en ce beau soir de fête qui va unir nos maisons par les liens de l'amour. Mon cousin Bedford, nous allons allier Bourgogne et Angleterre pour le plus grand bonheur de nos peuples. Mon cousin de Bretagne, je suis heureux et fier que vous ayez consenti à faire ce long voyage pour mener votre frère à ma sœur Marguerite. Mon cousin Richemont, bientôt je pourrai vous appeler mon frère. Dieu en soit loué. Tout l'honneur sera pour moi, monseigneur. Et pour le moment, je ne vois que le bonheur d'épouser enfin la dame que j'aime depuis longtemps. Voici ma sœur Anne, mon cher duc. Et ma sœur Marguerite Richemont. Belle dame, enfin je vous retrouve. Eh bien, réjouissons-nous et passons à table. Mes seigneurs, joignons nos mains à celles des dames. Monseigneur, un chevalier inconnu qui refuse de dire son nom demande à être reçu à l'instant. Un chevalier inconnu? Oh, il n'est pas difficile de deviner que c'est quelque plaisanterie d'un de nos facétieux sujets. Un chevalier errant, sans doute, comme dans les romans de la table ronde. Faites entrer. Oh! Qu'est-ce que cela signifie? Qui êtes-vous? Garde! Que l'on démasque cet homme! Inutile! Moi, Arnaud de Montsalvi, seigneur de la Châtaigneraie et capitaine du roi Charles VII du nom. Je viens à toi, duc de Bourgogne, pour te porter mon gage de bataille. Traître! Et félon à ton roi, à ton sang de prince français. Comment oses-tu? C'est l'anglais que tu reçois comme un frère? C'est à lui que tu donnes ta sœur quand ces pareils ravagent la terre de France? Comme tel, je te défie en champ clos à l'heure et au jour qui te plairont. Et je réclame le combat à outrance. Reprenez-vous. Votre époux vous regarde. Tu ne manques pas d'audace, seigneur de Montsalvi. Un prince de sang ne se bat pas avec un simple gentilhomme. Alors choisis ton champion.
Et choisis le solide si tu ne veux pas que Bourgogne morde de la poussière. Le bâtard de Vendôme sera mon champion. Il est du sang de Saint-Louis. Bah pour le sang de ce bon roi qui me paraît bien aventuré ici. Quand nous battrons-nous? Dans 3 jours. Le sire de Rébec sera son second, qu'elle le tient. Moi, seigneur duc, Jean Poton de Saint-Traille, pour vous servir. Pour vous servir quelques coups de ma façon. Arnaud, mon Dieu. Vous le connaissez? Vous allez me raconter ça. Monsalvi, tu es sûr que tu te sens bien? Tu me dire pourquoi je me sentirais pas bien? Tu as vu ton adversaire? Il est haut comme une tour, bâti comme un ours, un vrai colosse. Colosse ou pas, il mordra la poussière. Ceci n'est pas un simple combat. C'est Dieu qui va juger entre France et Bourgogne. Notre cause est sainte. Je vaincrai ou j'y laisserai la vie. C'est bien ça qui m'inquiète. C'est vrai, ça m'embêterait de te perdre maintenant que je suis habitué à ton sale caractère. Occupe-toi donc de ton propre adversaire. Le jeune Rebec n'est pas si négligeable, il a des griffes. Et un bec, je sais. Eh bien, Monsalvi, tu fais recette. Il y a un monde fou. Malheureusement, elle n'est pas là. Du moins, pas encore. Qui donc? Cette superbe créature aux cheveux d'or qui a failli s'évanouir d'horreur quand tu as lancé ton défi. La belle au diamant noir. Je me demande qui elle peut être. Qu'est-ce que ça peut bien te faire? Sans doute une des nombreuses catins dans cette cour des bordes. Une des maîtresses de Philippe, peut-être. Pourquoi dis-tu ça? Tu ne la connais pas? Monsalvi, quel rustre tu fais quand tu t'y mets. En tout cas, moi, j'aimerais beaucoup qu'elle soit là quand je combattrai. C'est vrai, ça doit être agréable de mourir sous d'aussi beaux yeux. Tu t'as donc armé au lieu de discourir. Il est bientôt l'heure. Mais je t'en prie, Catherine. Ça sert à quoi de te mettre dans cet état? Tu ne veux pas mettre cette robe? Non, ni aucune autre. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Comment? Pas encore prête. Savez-vous qu'il est grand temps de gagner le champ clos? Pardonnez-moi, comtesse, mais je n'ai pas l'intention d'y aller. Je ne me sens pas bien. La migraine. Je ne sais même pas pourquoi. Moi, je le sais. Vous avez peur de voir cette brute de bâtard faire des morceaux de Monsalvi sous vos yeux. Mais vous avez vu cet homme? Il a l'air d'une tour. C'est vrai. En ville, on engage déjà des paris et il n'y en a guère à l'avantage de votre ami. Ce n'est pas mon ami. Il me déteste. Mais vous êtes là à vous tourner les sangs pour lui. Ma petite malheureuse, je pourrais être votre mère et je sais deviner les choses à demi-mot. Il ne vous est rien, mais vous êtes folle de lui. Il vous déteste. Mais c'est sans doute d'avoir été trop près de vous aimer. Tout au moins si j'ai bien compris ce que vous m'avez raconté l'autre soir. À propos, Catherine, votre mari, s'était-il aperçu de votre défaillance? Mais du moins, il ne m'en a rien dit. Il est vrai qu'il est borgne. Vous n'étiez sans doute pas du côté du bon œil. Quant au duc, il était bien trop occupé par son insolent visiteur. Mais je me moque du duc et de ce qu'il peut penser. Il n'est rien pour moi qu'un vassal du roi de France. Comptez sur lui pour que les choses n'en restent pas là. Quand il veut une femme, il finit toujours par l'obtenir et il vous veut. Comment savez-vous cela? C'est moi qui ai eu l'honneur de lui flanquer les premières tapes sur les fesses. Je le connais mieux que mon fils. Eh bien, il pourra attendre longtemps. Je suis de celles qui ne se donnent que par amour. Nous disons tout ça quand nous avons 15 ans et puis les circonstances se chargent de rabattre nos prétentions. Alors vous ne venez pas? N'insistez pas, Madame la Comtesse, elle est têtue comme une mule. Comment, mais vous n'en êtes que là, mais à quoi pensez-vous? Je ne me sens pas bien, je n'irai pas au tournoi. Vous plaisantez, j'espère.
Votre place est réservée dans la tribune ducale, tout près des princesses. Et que vais-je dire à Monseigneur si vous refusez pareil honneur? Mais exactement ce que je viens de vous dire. Je suis malade. N'insistez pas, Garin. C'est vrai qu'elle n'est pas bien. En outre, la vue du sang lui donne des nausées. Vous feriez une drôle de tête si elle allait s'épancher sur les genoux des princesses. Des nausées. Où allons-nous si les filles de bourgeois se mettent à avoir des délicatesses d'impératrice? Bon, ça ne sert à rien d'ergoter, Garin. Allez, allez. Venez. Nous sommes déjà en retard. Dépêche-toi de t'habiller. Pourquoi faire? Mais pour aller au tournoi, bien sûr. Moi, je n'irai pas, mais il faut tout de même que je sache. Sarah, je ne veux pas apprendre par Garin, Carnot. Je t'en supplie, vas-y pour moi. Et surtout, reviens vite. J'y vais, mon cœur. Ne te tourmente pas. Pendant le combat, je prierai. Monseigneur le duc vient de prendre place, messire. Les combattants peuvent paraître. Le roi! Quelle audace! Ou quelle faveur insigne! Je ne suis qu'une apparence, messire. Mon homme ne porte pas la couronne royale. Mais c'est bien le roi que je représente ici. Le roi et la France dont votre maître oublie qu'il est fils, lui aussi. C'est contre elle que son champion va porter les armes. Quel poids sur vos épaules, comte de Montsalvi! Songez que si les fleurs de lys mordent la poussière, le roi est déshonoré. Non, si je meurs, mon sang les lavera. Souffrez auparavant que je salue ici le roi, la France et votre vaillance. Je ne vois pas Madame de Brazay. A-t-elle été retardée? Non, Monseigneur, Madame de Brazay est souffrante ce matin et vous implore son pardon. En outre, elle ne supporte pas la vue du sang. Le sang d'un ennemi est une chose agréable à voir, pourtant. Pour un homme, sans doute, monseigneur, ou encore pour moi, qui ai le cuir dur, mais Dame Catherine est faite d'une étoffe plus douce et la jeunesse est si fragile. Heureusement que Madame de Brazay ne vous ressemble pas, comtesse. Que le combat commence. Notre-Dame, ayez pitié. Ne permettez pas qu'on le tue, je vous en prie. Je vous en supplie. Entrez. Un message pour Madame de Brazay. Ok, je suis contente de te voir. Oh, mais attention, hein. Messire Barnabé Huguenin de Longchamp, régulièrement inscrit sur les rôles de la grande écurie de Bourgogne. Comment tu fais? Oh, c'est trop compliqué. Je te raconterai plus tard. Quand j'ai su que tu étais seul, j'ai voulu venir te voir. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai bien peur que ceux qui ont parié sur le bâtard se fassent des picaillons. Pourquoi? Quand j'ai quitté le Chanclos tout à l'heure, Montsalvi était à terre et l'autre à cheval. Allons. Je ne veux pas qu'il meure, Barnabé. Je ne veux pas qu'il meure. Ne pleure pas. Il n'est pas encore mort. Mais le combat est à outrance. L'un des deux doit mourir. Allons. Tant que les trompettes n'ont pas sonné, la mort n'est pas encore passée. Le sang du Christ. Victoire, Catherine! Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que les fleurs de lys et Montsalvi ont gagné.
Et que le duc Philippe est aussi vert qu'une salade fraîche. Oh, merci, mon Dieu. Oh, je vais brûler une forêt de cierges à Notre-Dame. Mais comment il a fait, le Mont-Saint-Louis? Quand j'ai quitté le Champ-Clos, il était à terre et l'autre à cheval. Et bien voilà. Tandis que Vendôme arrivait sur lui au triple galop, Monsalvi a empoigné son épée et a éventré le cheval au risque de se faire assommer par les sabots. Le bâtard et sa monture sont tombés comme une masse. Le cavalier a réussi à se dégager assez rapidement pour reprendre le combat, mais il avait trop confiance en sa force. Il s'énervait, il ajustait mal ses coups. Finalement, Monsalvi l'a abattu d'un coup formidable et s'est jeté sur lui pour l'égorger avec sa dague. Alors l'autre a crié merci. Et il lui a accordé le merci. Mais le combat était à outrance, il avait le droit de l'achever. Il ne l'a pas fait. Il lui a laissé un bon moment sa dague sur la gorge, puis il s'est relevé et il a crié. Celui qui porte les armes de France n'égorge pas un ennemi à terre. Je te fais grâce, duc de Bourgogne. Formidable! Merveilleux! Quel homme! Ah, tu as raison, il a dû en faire une tête, le duc. D'autant que la foule était folle de joie. Même ceux qui avaient perdu en pariant sur le bâtard. Une seule chose compte, il est vivant. Mais il est blessé. Le combat terminé, il a perdu connaissance et on l'a emporté aussitôt sous la tente. Où vas-tu? Je vais là-bas, au Champ-Clos, près de lui. Reste ici, Catherine. Que dira ton mari s'il l'apprend? Catherine! Une simple formalité, ce combat de second. Nous n'intéressions plus personne, Rebecca et moi. Pour un peu, on nous aurait demandé d'aller jouer ailleurs, alors on a bâclé. Tu l'as tué? Non, non. Je me suis dépêché, mais je ne l'ai pas dépêché. Alors qu'il est, il doit avoir une énorme bosse au crâne et je crois qu'il aura du mal à s'asseoir pendant quelques jours, mais je le crois entier. Mais je rêve. Vous, belle dame? Quelle plus belle récompense pour un guerrier que de vous voir paraître. Jamais je n'aurais osé espérer voir vos yeux se poser un jour sur moi. Me ferez-vous la grâce de m'apprendre quel nom je pourrais prononcer dans mes songes à l'avenir? Votre compagnon vous l'apprendra. Je suis navrée de vous décevoir, car je vous trouve charmant, chevalier, mais c'est lui que je viens voir. Encore vous? Voilà ça. Est-ce que je suis condamné à vous voir accourir à mon chevet chaque fois qu'on me fera un trou dans la peau? En ce cas, vous allez passer votre vie sur les chemins.